Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous dans ce dernier numéro sur Divergence Politique avant l'été. Ben voilà, après cette émission de ce soir, eh bien, c'est les grands congés annuels. On se retrouvera donc désormais pour le 1er septembre, pour les 2 ans de Divergence Politique. 1er septembre, c'est l'anniversaire de Divergence. On fera une grande émission comme la dernière, le marathon de 4 ou 5 heures. On verra à peu près en fonction de notre capacité à tenir. Et on fera une grande nuit à Divergence pour les 2 ans en attendant ces vacances. Écoutez, à moins qu'il se passe un événement interplanétaire qui nous fasse reprendre le micro, considérez que c'est la dernière émission avant l'été, donc profitez-en et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications, partagez cette vidéo avec vos amis. Vous savez, là, je dirais, le shadow banning, en tout cas la mise à l'écart ou la mise en non-visibilité, en invisibilité par YouTube et par X, etc., sont pleins. Donc, écoutez, on a vraiment besoin de votre soutien. C'est pas très compliqué. Vous faites juste un j'aime, vous partagez avec vos amis, vous mettez un petit commentaire. Tout ça, c'est gratuit et ça nous permet d'essayer d'affronter l'ogre YouTube qui aujourd'hui est extrêmement féroce avec les médias que nous sommes, non mainstream, en tout cas de réinformation. Voilà. Nicolas Mirkovic, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a appris ce week-end le décès du sénateur Lindsey Graham. La première question qu'on voudrait se poser un petit peu, c'est déjà qui est Lindsey Graham. C'est quelqu'un qui est pas forcément connu du grand public. Non, Lindsey Graham est pourtant quelqu'un qui est très important sur la scène politique américaine, et ce, au moins depuis, on va dire, le début des années 90. Si on refait un peu une passe sur son histoire, c'est quelqu'un qui est d'origine modeste, qui perd ses deux parents alors qu'il a une vingtaine d'années, qui s'est un peu fait à la force du poignet, qui a été toujours plutôt républicain, donc plutôt à droite sur l'échiquier politique américain. Il était réserviste dans l'armée, il a été juriste dans l'armée. Et depuis le début des années 90, il commence sa carrière politique, enfin il commence à être connu en étant au niveau national, en étant représentant de la Caroline du Sud, avant de terminer sa carrière en étant sénateur de la Caroline du Sud. Et il incarne vraiment ce camp du néoconservatisme américain. C'est quelqu'un qui est plutôt à droite sur les valeurs, en tout cas officiellement, et en même temps qui est vraiment le grand avocat. Il est connu pour ça, le grand avocat pour des guerres américaines à l'étranger. Il était férocement en faveur de la guerre illégale des États-Unis en 2003 contre l'Irak. Il était pour la guerre contre la Syrie. Il était pour la guerre contre l'Afghanistan. Il était évidemment à fond derrière Zelensky, la guerre en Ukraine contre la Russie. Et il a cette caractéristique qui plaisait parfois à certains membres du Congrès américain, c'est qu'il était capable de parler avec les démocrates et les républicains. Donc il a vraiment une casquette de bipartisan, et notamment il a su faire des alliances autour des sujets de guerre pour rallier ses collègues du Congrès en faveur de ces guerres américaines. C'est vraiment l'incarnation, avec, on va dire, il est du même acabit que John McCain, qu'on a pu connaître dans le passé, de ces Américains très, très, très en faveur de la politique impérialiste américaine. Alors, autre question sur l'Instagram. C'est quelqu'un qui était, Nicolas, apprécié dans son camp politique. Je sais qu'il a eu des passes d'armes, notamment avec Donald Trump, extrêmement virulentes à la télé ou même sur les réseaux sociaux. Donald Trump lui avait Ah rendu oui, l'appareil de manière tout aussi violente. C'est quelqu'un qui était perçu peut-être des fois du côté des républicains comme peut-être ouvert au camp démocrate. Du côté des démocrates, même si on s'est retrouvé avec lui sur certains dossiers, notamment sur les questions liées à l'immigration, etc., ou même les questions sociales, on a quand même aussi beaucoup de hostilité du côté des démocrates, puisque même Barack Obama avait dit, parlant de Lindsey Graham, c'est l'homme qui a trahi tout le monde pour ses propres intérêts politiques. oui, Lindsey Graham a un peu cette particularité il ressemble un peu au caractère du talentueux Monsieur Ripley. Donc c'est quelqu'un qui sait se fondre dans la masse. C'est quelqu'un qui a retourné sa veste sur plein de sujets.
c'est quelqu'un qui détestait Donald Trump au début. Le programme Make America Great Again est un programme qu'il n'aimait absolument pas. Il avait dit que si Trump était le candidat des Républicains, c'était la fin des Républicains. Il a traité Trump de tous les noms. Il a dit que si on voulait rendre l'Amérique encore grande, eh bien, il fallait souhaiter que Donald Trump soit en enfer. Donc, c'est pas quelqu'un qui est connu pour manier la langue de bois. Il dit ce qu'il pense. Il se détestait. D'ailleurs, Trump, comme tu le disais il y a quelques instants, le lui rendait bien. Il le traitait d'idiot. Il y a eu des passes d'armes quasi sanglants, en tout cas virtuellement sanglants, sur les réseaux et par médias interposés entre les deux hommes, qui avaient vraiment, en tout cas, deux visions différentes sur ce qu'il proposait aux Américains. Et beaucoup de républicains détestent Graham à cause de cette vision impérialiste, néoconservatrice. Graham est très très populaire dans son district de Caroline du Sud, où il avait été réélu pour les primaires au mois de juin dernier, lors des primaires républicains. Et là, aujourd'hui, il montre aussi, je pense que cela représente la dichotomie majeure qu'il y a au sein du camp républicain entre des personnes qui veulent vraiment que le responsable, le président des Américains, s'occupe principalement des problèmes des Américains et une politique plus isolationniste, arrête ces guerres incessantes. C'est, je pense, une grande partie de l'électorat de Donald Trump est contre des républicains, aujourd'hui ce que beaucoup appellent des RINO, des Republicans in Name Only, qui incarnent cette ancienne école des républicains, qui ressemble d'ailleurs à l'ancienne école des démocrates, c'est-à-dire un parti de la guerre, un parti qui sert le complexe militaro-industriel américain, comme nous avait mis en garde Dwight Eisenhower, et on voit qu'au sein même, aux plus hautes instances de l'État américain, eh bien, cette politique est très forte. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment le paradoxe de l'histoire de Graham, c'est que malgré ces passes d'armes terribles entre les deux hommes pendant de nombreuses années, au bout d'un moment, Graham vire sa cutie, il fait 180 degrés et il soutient Donald Trump. Et il devient un des meilleurs amis de Donald Trump. Et Trump dit même que le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que lui, il aime Graham. Il joue ces derniers mois, pour pas dire cette dernière année, depuis que Trump est élu, Graham et Trump se sont rapprochés pile au moment où Trump abandonnait sa politique de America First et épousait la cause des néoconservateurs, des impérialistes. Évidemment que Graham était très content de la guerre, de l'enlèvement de Maduro et l'enlèvement illégal de Maduro au Venezuela, très content de la guerre de Donald Trump aux côtés de Benjamin Netanyahu en Iran. C'était un très grand ennemi de l'Iran. Il a dit des choses terribles chez les Iraniens en disant que c'était des menteurs. Enfin, il était et d'ailleurs, c'était assez amusant parce que lui-même tenait des propos racistes contre les Iraniens et il reprochait Donald Trump à l'époque où ils étaient ennemis politiques d'être un raciste, d'être un bigot. Donc voilà, on voit bien aussi ce personnage un peu talentueux, M. Ripley, qui dit tout et son contraire, mais qui sait très bien naviguer dans les eaux troubles de Washington pour créer des alliances. Et on voit aussi que ce camp néoconservateur, impérial, belliqueux américain est encore très très puissant puisqu'ils ont réussi à retourner Donald Trump. Alors, ce qui marque beaucoup Lindsey Graham, c'est cette impression qu'il est finalement l'homme des lobbies du Deep State, des lobbies militaires, qu'il est l'homme d'Israël. Lui-même a dit, notamment lorsqu'il y avait eu des tornades dans le sud des États-Unis, où les gens parlaient du fait qu'il fallait financièrement aider à la reconstruction, aider les familles qui étaient en difficulté, etc. Lui avait dit, mon propos, il se tourne pas au niveau des foyers qui ont subi cette tornade. Mon propos, il est pour soutenir l'État d'Israël jusqu'à la mort. Il avait dit d'ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est le résumé de manière assez simpliste finalement? Est-ce qu'il y a un peu autre chose que ça, ou est-ce que c'est véritablement le warmonger, comme on dit aux États-Unis, le maître de dévoreur de guerre, qui n'a que deux intérêts majeurs, qui sont Israël et ses lobbies militaires américains? Alors, je dirais que c'est un tout petit peu plus fin que ça, mais il est très connu pour ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un homme de la modération. C'est un homme qui trouve la seule solution pour Graham, c'est toujours des solutions belliqueuses. Ce n'est pas un homme de la diplomatie. Graham n'est pas connu pour la diplomatie. En revanche, c'est clair qu'il est toujours du côté de Netanyahou, il est toujours du côté de la guerre, il est toujours du côté du complexe militaro-industriel. Et à aucun moment est-ce qu'on l'a vu élever la voix pour parler de la paix, pour la diplomatie. Il est très clairement un impérialiste américain, mais c'est aussi en même temps, il faut le reconnaître, un très fin politicien, très populaire. Il a été élu quasiment sans discontinuité depuis le début des années 90, donc quasiment 40 ans.
Donc c'est une longue carrière politique et cela montre aussi il sait naviguer dans ces eaux troubles. Il sait très bien, il est très ami quand il était, on parlait des Tres Amigos à l'époque, c'était lui, John McCain et Blumenthal. Je vous dis pas le trio de choc, c'était là pour le coup de Blumenthal qui venait du côté des démocrates, McCain et lui des républicains. On voit cette espèce de parti unique dont Helen Keller nous avait parlé au début du XXe siècle en disant que ce sont on nous dit qu'on est en démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on choisit entre deux partis d'autocrates autoproclamés. Et donc c'est exactement ça. Il incarne cette alliance de fait de l'État profond américain qui se retrouve avec des membres chez les démocrates et les républicains qui, sur de nombreux sujets, arrivent à se retrouver. Et ce qui est certain, c'est que Graham a toujours été du côté de la guerre, pas du côté de la diplomatie. Et ça, c'est une constante. Et c'est un des hommes forts. Et il y en aura régulièrement. C'est-à-dire que Graham sera remplacé par quelqu'un d'autre demain qui va incarner, ou d'autres personnes qui vont incarner cette espèce de permanence dans la politique étrangère américaine, cette nécessité que l'administration américaine éprouve aujourd'hui de maintenir une ligne extrêmement forte qui est une ligne guerrière, belliqueuse, pas du tout une ligne diplomatique. Et d'ailleurs, cette ligne est tellement puissante que, comme je le rappelle il y a quelques instants, elle fait faire à Donald Trump le contraire de ce qu'il a dit. Alors, Donald Trump était un menteur depuis le départ? Est-ce qu'il a été retourné? Est-ce qu'il est retenu? Est-ce qu'il est tenu par quelque chose? Est-ce qu'il est menacé? On ne sait pas. Mais clairement, Donald Trump a adopté une ligne qui n'était pas la sienne lorsqu'il s'est présenté devant les électeurs américains. Quelque chose s'est passé et Lindsey Graham a clairement un rôle là-dedans. Pour que, vous savez, c'est pas facile, surtout un homme comme Trump, on voit bien qu'il est rancunier avec beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il devienne meilleurs amis avec son ennemi du passé, avec quelqu'un qui lui a mis énormément de bâtons dans les roues pour l'empêcher d'être candidat des Républicains, quelqu'un qu'il a détesté, quelqu'un qu'il a critiqué, pour qu'ils deviennent meilleurs amis aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Et je ne pense pas que ce soit l'amitié pure. Je pense qu'il y a autre chose derrière ça. Alors, c'est l'affiche, elle est un peu provocatrice qu'on a fait aujourd'hui pour cette émission. Les Russes sont-ils responsables de la mort de Lindsey Graham? Point d'interrogation. Avant de répondre à cette question, il faut quand même rappeler le contexte de son décès. Il intervient de manière extrêmement subite, inattendue. Lindsey Graham est en déplacement puisque c'est l'un de ses hobbies aussi à part Israël, c'était de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Il y avait eu des mots extrêmement violents contre la Russie. C'était un russophobe patenté. Il avait notamment indiqué que l'argent qui était dépensé en Ukraine était pour tuer des Russes. C'était finalement le meilleur investissement jamais réalisé. Il avait appelé au renversement, voire à l'assassinat de Vladimir Poutine par un acte d'opposition interne russe, etc. Ce que l'on sait, c'est qu'il est dans ces derniers jours en visite en Ukraine. Il visite notamment, Nicolas, une usine confidentielle secrète sur des nouveaux prototypes de drones. Cette usine est frappée le jour même ou moins de 24 heures après son passage par les Russes, elle est entièrement détruite. Il repart d'Ukraine et là, il y a véritablement des théories, ou du moins des informations qui ne sont pas identiques. Il est mort dans l'avion, il est mort à Washington, on ne sait pas trop de quoi. Aujourd'hui, les États-Unis parlent d'un problème au niveau de l'aorte, c'est ce qu'on voit là un petit peu dans la vidéo qui circule, qui est une vidéo de Fox News. Il aurait une rupture aortique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà, et est-ce que les complotistes qui parlent d'une frappe russe sont crédibles, ou est-ce qu'on est vraiment de l'ordre du complotisme absolu? Beaucoup de choses sont possibles parce que, en effet, la version officielle, c'est une dissection de l'aorte qui aurait créé une crise cardiaque, je ne dis pas de bêtises. Mais bref, cette mort est soudaine. Mais comme elle est soudaine, évidemment, personne s'y attendait. Et il faut savoir que Lindsey Graham avait beaucoup d'amis au sein du complexe militaire-industriel américain, au sein du Congrès américain. Mais il avait, je pense, beaucoup plus d'ennemis en dehors de ce Congrès américain, notamment au sein même des électeurs de Donald Trump qui ne supportaient pas Graham et son influence néfaste sur Donald Trump. Et évidemment, Graham, qui appelait à mener des guerres dans le monde entier, a directement du sang sur les mains. C'est quand même un homme qui a poussé de nombreux présidents américains à faire la guerre, à tuer des innocents, à faire des guerres même qui étaient illégales. Et aujourd'hui, évidemment, les personnes se disent, mais beaucoup de personnes avaient intérêt
avoir Graham mort, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à l'extérieur des États-Unis, le fait qu'il soit mort soudainement, parce qu'en effet, dans la vidéo de sa prise de parole à Kiev, on le voit plutôt en pleine forme, on le voit pas fatigué, personne ne lui connaît de maladie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui vont circuler sur Internet. Il faut toujours faire attention avec ces hypothèses. Certaines personnes disent qu'en effet, techniquement, il n'aurait pas pu arriver à Washington à temps, parce que c'est vrai que son voyage est très court. Il arrive à Kiev, il va visiter, il voit Zelensky, il voit l'usine de drones, et puis il repart. Donc c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Est-ce qu'il était vraiment dans une usine qui a été bombardée ou pas? Il y a beaucoup de spéculations parce que c'est difficile de savoir exactement. Il repart de Pologne en plus. Hein. Il Et puis, faut aller en Pologne, il faut savoir expliquer ça. Il ne repart pas, bien entendu, non, d'Ukraine, puisqu'il n'y a pas d'avion qui décolle. voilà, Donc, il doit partir de Kiev. Alors, il va du côté. On ne connaît pas la zone, mais on sait que ce n'est pas à Kiev, cette usine. On pense que c'est plutôt du côté d'Odessa, si je ne dis pas de bêtises. Il remonte jusqu'à Kiev. De Kiev, il fait des interviews vidéo. Suite à ça, il part à Varsovie, donc le trajet, il y a un temps de trajet important quand même aussi, et de Varsovie, il prend un avion privé pour revenir sur Washington. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres parce qu'il y a beaucoup de Mmh. trains. Déjà, l'Ukraine il y a pas se traverse en train pour retourner en Pologne et reprendre son avion. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où il va parce qu'on on n'a pas d'informations sur ce trajet, mais on sait que c'est plusieurs heures de cette traversée. Ça peut prendre une dizaine d'heures jusqu'à la frontière polonaise. Où est-ce qu'il s'est arrêté avant? On n'a pas d'informations là-dessus à l'heure actuelle. Puis après, évidemment, il faut retourner aux États-Unis. Alors, techniquement, si tout se passe très très vite et que tout s'enchaîne et qu'il y a des correspondances parfaites, oui, c'est faisable et c'est clair que c'est un séjour très très fatigant pour lui. Certains disent que non, que c'est techniquement pas possible. Je ne sais pas, on n'a pas accès aux informations, donc il faut faire attention à ce qu'on se dit. Par ailleurs, voilà, ce qui est certain, c'est qu'il arrive et il y a un appel qui est lancé et vu le caractère, enfin l'importance de ce personnage au sein de l'administration américaine, il y a un petit peu trop, pour certains Américains et pour certains experts, trop de confidentialité. Après, c'est la mort d'un homme, c'est tout à fait possible aussi qu'il meure de manière soudaine, cela arrive. S'il y avait peut-être autre chose que les médecins n'avaient pas vu, tout est possible. Mais non, du fait qu'il soit l'ennemi de nombreux pays, évidemment, ça attire beaucoup de soupçons et beaucoup de personnes veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Lindsey Graham, parce que du coup, ça va faire un trou, mine de rien. Évidemment, Zelensky est particulièrement triste. Il perd un atout de poids dans comment dire, son combat. La politique américaine. C'est clair. Quelqu'un qui était justement en train de rédiger une loi qui permettrait aux États-Unis et justement, c'est ce qu'il venait d'annoncer à Kiev, il votait que Trump avait enfin donné son accord à une loi qui permettrait d'appliquer des sanctions de 500% au pays, à l'importation de produits provenant de pays qui achèteraient du gaz, du pétrole, des hydrocarbures et de l'uranium en provenance de l'Ukraine. Alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte... De Russie, exactement. On sait que les États-Unis sont des gros consommateurs d'uranium américain et que l'Europe, aujourd'hui, on se rend compte, continue de s'approvisionner largement en gaz russe. Enfin, on verra ça, mais il avait dit que Trump avait donné son accord pour cette loi. Donc voilà, beaucoup de personnes avaient intérêt à ce qu'il disparaisse. Est-ce que c'est juste une mort naturelle? C'est complètement possible. Ça arrive tous les jours à des milliers de personnes à travers la planète. Ou est-ce que vraiment, bien, il y a des personnes qui ont le moyen de faire tuer un sénateur américain? On sait que c'est possible aussi, des assassinats politiques, ça existe. C'est un homme majeur, peut-être pas la clé de voûte, mais un élément fondamental dans la politique étrangère américaine depuis quasiment 40 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'avec sa disparition, eh bien, cela fait c'est une bonne nouvelle pour les ennemis de Graham et de la politique étrangère américaine. Alors, l'Iran, effectivement, s'en est pas caché. Côté russe, ça a été, on n'en a pas parlé. Il était considéré comme terroriste par les Russes. Ouais. Alors justement, la dernière question avant qu'on se quitte, Nicolas, c'est est-ce que si on était dans un attentat ou un meurtre commis par un État ou des forces étrangères sur un sénateur américain, est-ce qu'on serait dans un cadre de secret d'État où là, véritablement, de toute façon, on ne saura jamais la réalité de son décès parce que si c'était, par exemple, la Russie, pour donner un exemple, bien entendu, il est impossible d'imaginer
publiquement que l'information soit révélée parce que ça sous-entendrait qu'on pourrait, dans une fracture politique et qui pourrait mener jusqu'à une seconde guerre, enfin une première guerre atomique entre les deux puissances nucléaires. Est-ce qu'on serait dans un secret d'État ou pas? Tout dépend à qui profite le crime. C'est vraiment toujours la question qu'il faut qu'on se pose. On peut imaginer plein de scénarios qui vont dans des directions complètement opposées à ce stade-là. On pourrait imaginer, on a fait un scénario où, au sein de l'administration américaine, dans les médias, eh bien, on profite de cette. Si c'était un assassinat, on dirait, bah, regardez, les Russes, ils assassinent des représentants du peuple américain. Il faut donner plus de moyens à Zelensky, il faut hausser le ton, il faut déclencher la guerre. Certaines personnes pourraient avoir intérêt à utiliser cette information à leur fin politique, comme d'autres pourraient se dire. Dans le même camp, on déteste Graham. C'est quelqu'un qui nous pousse vers la guerre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux. On peut très bien imaginer même qu'au sein même des services américains, certains soient très contents que une personne comme Graham disparaisse parce qu'il est encore va-t-en guerre, alors qu'il y a une partie peut-être de l'administration américaine qui ne le voudrait pas. Je prends des exemples un peu extrêmes pour montrer que tout dépend qui a le dernier mot dans cette situation-là. Je pense que franchement, s'il avait été tué dans un bombardement, ça saurait, parce que je pense que ne serait-ce que côté ukrainien, ils voudraient et je ne vois pas comment communiquer ils pourraient dessus. garder l'information. Eux, ils voudront clairement communiquer là-dessus. Eux, ils seraient les premiers à dire, regardez ce qui s'est passé, ils ont tué un sénateur américain, c'est terrible. Ils mettraient beaucoup d'huile sur le feu. Donc à ce stade-là, je pense qu'on a... Évidemment, la spéculation peut partir dans plein de directions et dans des histoires assez fantastiques, on va dire. Mais on resterait dans le domaine du fantasme pour l'instant, parce que tant qu'on n'a pas plus d'informations, c'est difficile. Donc on spécule, c'est bizarre, ça c'est certain, mais cette information peut être utilisée par n'importe quel camp, tout dépend de qui contrôle vraiment l'information. Et la mort d'un sénateur américain, je pense que s'il était explosé en 1000 morceaux sous un bombardement, ça se saurait assez rapidement. On verra aussi est-ce qu'il nous montre le corps ou pas. Et aussi, peut-être des personnes au sein même de l'administration américaine auraient intérêt à ce qu'il disparaisse. Si on part de l'hypothèse qu'il a été assassiné. Aujourd'hui, on ne sait pas. Pour la version officielle, c'est que voilà, il y a une dissection de son aorte. Il est mort, quoi. Bon. Merci mille fois, Nicolas Mirkovic, alors, de nous avoir répondu à cette question. Voilà. De ton côté, les Russes responsables de la mort de Lindsey Graham, on a plutôt tendance à dire aujourd'hui, non, on n'achète pas la théorie. Non, pas tellement. Je pense que si les Russes voulaient tuer quelqu'un, ils auraient peut-être commencé par Zelensky. Mais bon, on voit que c'est des sujets qui sont difficiles. Tout est possible. Dans une guerre, tout est possible. Mais pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments pour aller dans la direction de l'assassinat, même si ça vaut la peine de creuser le sujet dans les jours et semaines à venir en fonction de ce qu'on va nous donner comme information du côté des médias donc, et de certains responsables ou de proches du dossier. Voilà, chers amis, cette première moitié de l'année 2026 a été absolument incroyable et passionnante. De Maduro jusqu'à Lindsey Graham, on a quand même vécu des événements incroyables durant ces 6 premiers mois, mais ces 7 premiers mois désormais. On se retrouve donc à la rentrée en forme pour continuer la réinformation avec Divergence Politique. Nicolas Mirkovic, c'est le moment de se reposer, te reposer. Je sais qu'en plus tu écris, tu es en phase d'écriture, donc je ne sais pas si on se repose quand on écrit, quoique ça peut être... ça dépend des jours, ça dépend des sujets, mais oui, globalement quand même ça repose un peu, mais c'est quand même du boulot aussi, quoi. Donc du coup, mais je vais quand même faire une pause écriture et entre quelques pauses, trouver des moments pour poursuivre l'analyse. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. Prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve à partir du 1er septembre, donc pour les 2 ans de Divergence Politique sur Divergence Politique. À bientôt.